Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons maintenant la partie 12 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs avec la configuration du protocole HSRP. Avant donc de voir les détails de cette présentation pratique, je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent le développement de la plateforme Skills TechNet par vos messages d'encouragement via notre mail info@skillstechnet.com, mais aussi via notre chaîne YouTube Skills TechNet. Tout cela nous va droit au cœur et nous donne encore plus de tonus pour continuer à développer cette plateforme pour le grand bonheur de tous ceux qui aiment les TI et qui ont choisi d'en faire leur métier. Continuez donc à nous soutenir, nous avons besoin de vous pour aller de l'avant. Merci à tous. Notre présentation va s'articuler autour de deux grands points. Premièrement, nous allons parcourir ensemble l'architecture de déploiement et au deuxième point, nous allons passer à la configuration pratique du protocole HSRP dans notre environnement DNS-Free. Voici donc l'architecture autour de laquelle nous allons travailler. Elle est constituée de trois sites, le site A, le site B et le site C. Le site A est donc notre site principal parce que c'est ici que se trouvent tous les serveurs auxquels nous voulons accéder à partir des sites C et B. Nous avons donc implémenté la haute disponibilité sur ce site grâce à deux routeurs qui vont donc faire partie de notre groupe HSRP. Nous reconnaissons donc ici nos deux serveurs habituels, le serveur DNS et le serveur web, qui sont des serveurs que nous avons déjà utilisés dans les vidéos précédentes, dont vous connaissez maintenant les configurations. Et sur les autres sites, nous avons deux PC qui vont nous servir de test de connectivité avec le site A ou d'affichage du site web qui se trouve sur le serveur web. Voilà, le décor est donc planté. Fini les grandes théories. Nous partons donc tout de suite avec la configuration pratique du protocole HSRP dans notre environnement DNS-Free. Nous voici donc dans notre environnement DNS-Free et à gauche, nous avons résumé les différentes étapes de la configuration. Ce sont donc ces étapes que nous allons parcourir pour déployer et tester le bon fonctionnement de HSRP. Voici donc nos différents sites, nos serveurs, nos routeurs et nos PC de test. Avant donc de commencer, sachez que notre attention va être focalisée sur le site A parce que c'est sur ce site que nous allons justement implémenter HSRP dans les routeurs R2 et R4 parce que c'est ce site qui abrite nos serveurs auxquels les utilisateurs accèdent à partir des sites B et C. Nous allons donc démarrer avec le premier point, démarrage des routeurs R1, R2, R4 et R5. Je démarre donc R1 en faisant clic droit démarrer. Ensuite, je démarre le routeur R2. Ensuite, R4. Et R5. Alors, je vous rappelle que nous avons déjà configuré les interfaces de tous ces routeurs. Nous avons vu comment cela se fait dans les vidéos précédentes. Nous n'allons donc pas ici montrer la configuration des interfaces parce que cette notion est supposée connue. Donc, nous allons passer directement à la vérification de la configuration des interfaces sur chacun des routeurs. Après donc le démarrage de nos routeurs, nous allons passer au point numéro 2, vérification de la configuration des interfaces sur chaque routeur. Je vais donc aller en ligne de commande sur le routeur R1. Voilà. Je vais réinitialiser mon terminal. Voilà. Et puis, je vais vérifier la configuration de toutes les interfaces de ce routeur en faisant la commande show IP interface brief. Voilà. Donc, nous voyons que les trois interfaces du routeur
R1 sont bien configurés avec les adresses IP que voici et nous voyons que ces interfaces sont activées et sont fonctionnelles. Nous allons faire pareil pour le routeur R2. Voilà. Les trois interfaces sont également configurées et fonctionnelles. Nous passons au routeur R4. Voilà, trois interfaces sont fonctionnelles. Et enfin, au routeur R5. Voilà. Toutes les interfaces sont donc déjà configurées avec des adresses IP et sont fonctionnelles. Nous passons au point numéro 3, vérification de la communication entre les routeurs. Donc, je vais me mettre sur le routeur R1 et pinguer les routeurs R2 et R4. Donc, je vais pinguer 100.0060 et 200.0020. Voilà. Et 200.0020. Et voilà. Ensuite, je vais me positionner sur le routeur R2 et pinguer le routeur R1 et R5 via les adresses 100.0050 et 74.0010. Voilà. J'ai donc réussi à pinguer les routeurs R1 et R5 à partir du R2. Je vais partir sur le routeur R4 et pinguer les routeurs R1 et R5 via les interfaces 200.0010 et 70.0010. Voilà. Voilà. 70.0010. Et voilà. Et enfin, je vais sur le routeur R5 pour pinguer les routeurs R2 et R4 via les interfaces 70.0020 et 74.0020. Voilà. Et voilà. Tous nos routeurs communiquent donc parfaitement. Nous pouvons maintenant passer au point numéro 4, démarrage des PC et des serveurs. Je démarre donc le PC1 en faisant clic droit démarrer. Voilà. Notre environnement VMware Workstation démarre donc. Je vais également démarrer le PC3 en faisant clic droit démarrer. Je fais un clic droit sur le serveur DNS et je le démarre. Et enfin, je démarre le serveur web. Voilà. Tous nos serveurs ont donc démarré. Nous allons maintenant passer au point numéro 5, vérification de la communication entre les PC, serveurs et routeurs. À ce point,
Vu que le routage n'est pas encore configuré sur les différents routeurs, je vais juste tester la communication entre les différents routeurs et les PC sur chaque site. Donc, je vais tester la communication entre le PC1 et le routeur 1, le PC3 et le routeur 5, le serveur DNS, le serveur web et les routeurs R2 et R4. Je vais vérifier que tous les ordinateurs ont démarré. Voilà, le PC1 a démarré, le PC3 en cours de démarrage, le DNS en cours de démarrage et le PC2 en cours de démarrage. Nous allons donc commencer notre test avec le PC1 qui, lui, a déjà démarré. Je me mets donc sur le routeur R1 et je vais pinguer le PC1 qui est à l'adresse 10.12.0.10. Et voilà, le routeur R1 arrive donc à communiquer avec le PC1. Nous allons maintenant passer au routeur R2 pour vérifier qu'il communique bien avec le serveur DNS et le serveur web. Je me positionne sur le routeur R2 et je fais un ping sur le serveur DNS qui est au 10.00.10. Voilà. Je vais également pinguer mon serveur web qui lui est au 10.00.11. Voilà, le serveur web répond. Je vais ensuite me positionner sur le routeur R4 pour faire la même chose. Voilà. Et enfin, je vais me mettre sur le routeur R5 et tester la communication avec le PC3 au 10.13.0.10. Et voilà. La communication est donc fonctionnelle entre tous nos ordinateurs qui participent à ce test et nos différents routeurs. Nous passons maintenant au point numéro 5, configuration du protocole HSRP sur les routeurs R2 et R4. Alors, je rappelle que, comme d'habitude, vous trouverez les différents fichiers de configuration utilisés au cours de cette présentation sur notre site web au www.skills-technet.com. Et si vous avez d'éventuelles préoccupations sur cette vidéo, envoyez-nous un mail à info@skills-technet.com. Nous passons donc tout de suite à la configuration de HSRP sur R2 et R4. Alors, dans cette configuration, le routeur R4 sera donc le routeur primaire avec comme priorité 150 et le routeur secondaire sera le routeur R2. Je vais donc me positionner sur le routeur R2 pour démarrer la configuration. Je vais donc réinitialiser mon terminal. Je vais en mode de configuration globale. Et dans les principes de HSRP, nous allons utiliser les deux interfaces F00 des routeurs R2 et R4. Ce sont donc ces deux interfaces qui vont mobiliser notre attention dans cette configuration. Donc, sur le routeur R2, je vais me positionner sur l'interface F00. Voilà. Et je vais saisir la première commande de configuration HSRP que nous avions déjà décrite à la vidéo VCI 015. C'est donc la commande standby. Voilà. Je définis le groupe, donc le numéro du groupe HSRP, ce sera le numéro 10, et l'adresse IP du routeur virtuel qui sera donc 10.00.240. Ensuite, je vais configurer le paramètre track pour la surveillance de l'interface F00. Donc, je saisis la commande standby, le numéro du groupe et track. Et je définis l'interface.
Voilà. Voilà. Alors, le message que nous voyons ici nous indique que le routeur R2 passe du mode standby au mode actif. Vu que pour l'instant, c'est le premier routeur que nous sommes en train de configurer, il s'est autoproclamé comme routeur primaire. On peut dire ça comme ça. Lorsque nous allons configurer le second routeur et que l'élection va se faire, la démocratie va s'installer et on verra que finalement, à cause de la priorité du routeur R5 qui sera de 150, c'est ce routeur qui sera élu routeur primaire. Nous avons donc terminé la configuration pour le routeur R2. Nous passons maintenant au routeur R4. Je me positionne donc sur R4. Je fais Reset Terminal. Je vais en mode de configuration globale. Je me positionne sur l'interface concernée par ma configuration, à savoir F00. Et je vais taper ma commande Standby. Le numéro du groupe, c'est bien entendu 10. Et l'adresse IP virtuelle, 10.00.240. Je vais définir la priorité. Voilà. 150. Avec ce numéro de priorité, le routeur R4 devient donc le routeur primaire. Je vais également définir le paramètre préamp. Voilà. Qui va permettre au routeur R4 de reprendre sa place lorsqu'il redeviendra fonctionnel à la suite de nos tests. Et enfin, la commande track. Et voilà. Alors, nous avons donc deux messages HSRP qui apparaissent sur ce routeur. Le premier message indique ici que le routeur R4 passe en mode standby, c'est-à-dire en mode de routeur secondaire. Et ici, à cause de la commande préamp, qui lui permet de reprendre sa place de routeur primaire par la définition du numéro de priorité, voilà, après que j'ai saisi la commande préamp, voilà, on a un second message qui nous dit que le routeur R4 passe du mode standby au mode actif. Il devient donc le routeur primaire. Et pendant ce temps, nous allons constater que sur le routeur R2, il est passé du mode actif au mode standby. Voilà, le système HSRP est donc mis en place. Nous allons maintenant passer à la suite de notre configuration. Alors, au point numéro 7, nous allons vérifier la configuration HSRP sur les deux routeurs. Je vais donc commencer par le routeur R2. Reset Terminal. Et je fais Show Standby pour vérifier la configuration. Voilà. Donc, le routeur nous dit qu'il y a une adresse IP virtuelle, justement, du groupe HSRP qui est 10.00.240. Il nous dit également qu'il reconnaît l'existence d'un routeur qui a pour adresse IP 10.00.250 et qui est, à cause de sa priorité 150, qui devient le routeur actif. Et lui, le routeur R2, il devient le routeur secondaire avec l'instruction standby que nous voyons dans ce message. Nous partons également sur le routeur R4 et nous allons faire la même vérification. Voilà. Donc ici, nous voyons état actif pour dire que c'est ce routeur qui est le routeur primaire. Et là, nous voyons le routeur secondaire qui a pour adresse IP 10.00.250 et ici, nous avons l'adresse IP virtuelle. Nous passons maintenant au point numéro 6, configuration du routage dynamique.
avec OSPF sur chaque routeur. Alors, il faut dire que sur le site A, du côté des interfaces qui font face au réseau local LAN, nous allons configurer HSRP, mais du côté WAN, nous allons également configurer un routage dynamique avec OSPF qui va nous aider dans le balancement automatique lorsqu'il aura rupture des liaisons WAN. Il y a donc deux configurations à faire, la configuration HSRP sur le site local et la configuration avec un protocole de routage dynamique comme OSPF sur le réseau WAN. Il faut aussi signaler que tous les ordinateurs, ou du moins tous les serveurs du site A, auront pour passerelle le routeur virtuel dont l'adresse IP est en vert 10.0.0.240. Donc, dans la configuration TCP/IP de chaque serveur sur ce site, nous prendrons comme passerelle 10.0.0.240 et non 10.0.250 ou 10.0.254. Il faut donc faire attention à ce paramètre. Parce qu'une fois que HSRP est mis en place, ces deux routeurs vont fonctionner comme un seul routeur dont l'interface LAN aura pour adresse IP 10.0.0.240 que nous avons défini au cours de la configuration. Nous passons donc maintenant à la configuration des OSPF sur les routeurs R1, R2, R4 et R5 sur les interfaces WAN également. Alors, nous avons déjà appris comment configurer OSPF dans la vidéo VCI 013. Nous allons donc le faire, mais assez rapidement. Nous ne donnerons vraiment pas de détails sur ce que nous sommes en train de faire parce que ces détails sont supposés être connus à cause de la vidéo, ou du moins grâce à la vidéo VCI 013 qui explique le fonctionnement et la configuration de OSPF. Je vais donc commencer par le routeur R1. Je vais en mode de configuration globale. Je déclare le protocole OSPF et je vais définir les réseaux qui sont concernés par cette configuration. En effet, nous avons trois réseaux, le réseau 100.0.0.0, le réseau 200.0.0.0 et le réseau 10.12.0.0. Voilà. Je fais donc Network. Voilà. Ensuite, je vais rentrer le réseau 100. Voilà. Et le dernier réseau, c'est le réseau 200. Voilà. C'est vite fait. Voilà, j'ai donc terminé la configuration OSPF sur le routeur R1. Je vais faire de même pour le routeur R2. Pour le routeur R2, j'ai donc trois réseaux à déclarer, 100.0.0.0, 114.0.0.0 et 10.0.0.0. Voilà. Ensuite, je déclare le réseau 70. Et enfin, le réseau 200. Et voilà. Je fonce sur le routeur R4 pour déclarer les réseaux 200, 70 et 10. Alors, il faut dire qu'au niveau du routeur R2, il y a une erreur. J'ai plutôt déclaré les réseaux du routeur R4 sur R2. Nous allons donc rapidement corriger cela. Parce que sur le routeur R2, j'aurais dû déclarer 100, 74 et 10. Donc, je corrige ça. Je vais donc effacer le réseau 200. Voilà. J'efface également le réseau 70. Voilà. Et j'efface le réseau 10.
voilà, je reprends donc avec les réseaux 100, 74 et 10. Voilà. Donc 100, voilà. 74. Alors pendant ce temps, nous voyons apparaître les premiers messages OSPF, donc 74 et 10, qui nous dit que l'adjacence est établie avec le routeur R1. Je vais maintenant sur le routeur 4. Voilà. Alors sur R4, je vais déclarer 270 et 10. Donc 210 et 70. Voilà, donc le message OSPF d'adjacence qui apparaît. Voilà, donc 10. Et enfin 70. Vérifions, voilà, 70. Et voilà. Je passe sur le dernier routeur, le routeur R5, pour déclarer 74, 70 et 10. Il faut donc faire attention aux différents sous-réseaux pour éviter des problèmes qui perdent le temps dans le diagnostic des discontinuités. Donc, je fais Network. Pour le réseau 10.13.00, voilà. Ensuite, nous avons le réseau 74. Voilà, 74 et 70. Et enfin, le réseau 70. Voilà, donc nous avons déjà le message d'adjacence OSPF. Et voilà, la configuration OSPF est donc terminée sur chacun des routeurs. Nous passons maintenant au point numéro 9, test de connectivité entre les PC et les serveurs DNS et web. Vu que le routage dynamique est établi, cela signifie, si bien sûr le routage dynamique fonctionne parfaitement, je devrais être capable de joindre nos serveurs à partir des sites B et C. Nous allons donc tout de suite faire les différents tests de connectivité à partir des PC1 et PC3. Je vais donc me positionner sur le PC1. Voilà. Et à partir d'ici, je vais lancer ma ligne de commande pour déclencher un ping vers le serveur web et le serveur DNS. Je vais également faire un tracert pour valider le chemin emprunté par les différents paquets qui sortent du réseau où se trouve le PC1. Je vais donc faire un ping sur 10.0.0.10 qui est notre serveur DNS. Un ping continu. Voilà, j'arrive à pinguer mon serveur DNS. Je vais également mettre un ping continu sur mon serveur web qui est au 10.0.0.11. Et voilà, et ici, je vais déterminer l'itinéraire emprunté par
les différents paquets de cette communication avec nos deux serveurs. Je vais faire donc un traceur vers le serveur DNS qui est au 10.0.0.10. Et voilà. En attendant donc la fin du traceur, je vais me connecter sur le PC3 et faire le même test. Voilà. Je vais donc pinguer mon serveur DNS qui est au 10.0.0.10 en ping continu. Je vais pinguer mon serveur web qui est au 10.0.0.11 en ping continu et déterminer l'itinéraire des paquets grâce à un traceur sur le serveur web cette fois-ci. Et voilà. Nous allons retourner sur le PC1 pour voir le résultat du trace. Voilà, donc ici, le premier routeur traversé par les paquets que voici, c'est donc le routeur 10.12.0.254. Alors, c'est bien sûr ce routeur dont l'interface est F00. Et ensuite, le second routeur, c'est le routeur 200.0.0.20. Voilà. Donc, 200.0.0.20, cela signifie que le trafic qui vient du site B ne passe pas par le routeur R2. Ce trafic est directement dirigé vers le routeur R4 pour arriver sur nos serveurs DNS et notre serveur web. Nous allons faire la même vérification sur le routeur R5. Voilà, je me mets donc sur le PC3 et je regarde le résultat de mon traceur. Alors, le premier routeur, c'est donc 10.13.0.254, qui est le routeur du réseau LAN. Et le second routeur, c'est le 110.0.0.20. Voilà. Donc, voici le 10.13.0.254. Et le second routeur, c'est donc 70.0.20. C'est donc l'interface F1.0 du routeur R4. En clair, nous voyons donc que le trafic en provenance des deux sites passe par le routeur R4 pour aller vers nos deux serveurs. Le routeur R2 est donc mis en stand-by à cause de la configuration HSRP que nous avons eu à faire. Cela veut dire que le routeur R4 devient donc le point focal de la transmission entre tous les sites et le site A. C'est donc le routeur principal de notre configuration HSRP. Nous allons maintenant passer au point numéro 10 pour valider que notre site web est bien accessible à partir des sites B et C. Mais avant, je vais démarrer le serveur web sur le PC2. Voilà. Je démarre donc mon serveur web qui gère le site web. Voilà. Voilà, le serveur web a démarré. Je peux maintenant aller sur n'importe lequel des deux sites et vérifier que je suis capable d'afficher mon site web depuis le site B ou le site C. Je vais donc me mettre sur le site B, sur PC1. Je me mets sur PC1, je lance mon navigateur web. Et voilà, je saisis l'URL de mon site. Voilà, www.skillstechnet.com et je valide. Et voilà, mon site web s'affiche. Alors, ne confondez pas ce nom de domaine avec le véritable nom de domaine de notre plateforme Skills-Technet. Notre domaine de test, c'est Skills-Technet collé, alors que notre plateforme s'appelle skills-technet.com. Voilà, il fallait donc que je fasse cette petite précision. Voilà, donc notre site web s'affiche donc sur le site B. Nous allons partir sur le site C, ici, avec le PC3. Je me mets donc sur le PC3 et je vais saisir l'URL de mon site. Voilà, www.skills
technet.com, je fais entrer, et voilà, le site web s'affiche parfaitement. Voilà, notre configuration fonctionne donc. Quand je dis configuration, je parle de la configuration du routage dynamique avec OSPF et la configuration HSRP, puisque tout le trafic qui se déroule entre le site A et les deux sites passe tous par le routeur R4, parce que c'est lui le routeur primaire dans la configuration HSRP. Nous passons maintenant au point numéro 11 avec le test de fonctionnement de OSPF par rupture de la liaison entre R1 et R4. Nous allons donc couper la liaison entre R1 et R4 parce que nous savons d'ores et déjà que le trafic en provenance du site B passe par cette liaison. Nous allons couper cette liaison et vérifier qu'on est capable de basculer sur la deuxième liaison, donc en passant par R2. C'est donc un test de taille que nous allons faire au point numéro 11. Je vais donc couper la liaison entre R1 et R4. Alors, il faut juste dire qu'avec OSPF, il suffit que je fasse un clic droit et que je fasse Delete pour que le protocole commence à déployer son mécanisme de basculement, ce qui est différent pour HSRP. Nous le verrons par la suite. Je fais donc clic droit, Delete, et nous allons voir tout de suite l'impact sur le PC1. Voilà. Voilà, nous remarquons donc tout de suite que la liaison est coupée puisque les pings se sont arrêtés et nous attendons le temps de la convergence de OSPF pour que la communication reprenne avec le site A. Et cela va justement nous permettre de valider que OSPF fonctionne très bien entre les routeurs R1 et les autres routeurs. Et voilà, les pings ont donc repris. Juste le temps de la convergence et donc du basculement sur le second lien. Voilà. Cela signifie donc que le trafic passe désormais par ici pour aller vers le site A. Nous allons le vérifier tout de suite en traçant l'itinéraire de ce trafic avec la commande traceur. Je valide. Donc, je fais un trace vers le serveur DNS. On aurait pu le faire également vers le serveur web. Voilà, le premier routeur, c'est donc le routeur du réseau LAN, donc l'interface LAN 10.12.254, et logiquement, la seconde adresse qui devrait apparaître sera l'interface WAN du routeur R2, qui est donc 100.0.0.60. Voilà, 100.0.0.60. Nous allons tout de suite vérifier sur notre diagramme. Voilà, 100.0.0.60. Donc, tout le trafic en provenance du site B passe par R2. Nous allons faire la même vérification sur le site C. Mais ici, logiquement, il n'y a pas de changement puisque la liaison entre R5 et R4 n'a aucun problème. Le trafic, logiquement, continue de passer par l'interface 110.0.0.20. Nous allons le vérifier tout de suite. Je vais donc sur le PC 3. Voilà, mes pings continuent donc. Et je vais initier un trace vers le serveur web. Donc, la première adresse qui va apparaître, c'est donc cette adresse IP 10.13.0.254 parce que c'est la première passerelle et logiquement, la seconde adresse qui devrait apparaître sera 70.0.0.20. Voilà, la première adresse est donc 10.13.0.254 et nous attendons maintenant l'apparition de 70.0.0.20 pour valider notre théorie du routage. Et voilà, 70.0.0.20. Le trafic au niveau du site C continue donc de passer par cette liaison pendant que le trafic du site B, lui, passe désormais par la liaison entre R1 et R2. Voilà. OSPF fonctionne donc correctement, de même que HSRP, mais pour HSRP, nous aurons les deux derniers points pour valider le fonctionnement du protocole.
Nous passons maintenant au point numéro 12, test de fonctionnement OSPF par rupture de la liaison entre R5 et R4. Je vais faire le même test que j'ai fait pour le site B en coupant cette liaison parce que nous avons déjà validé que le trafic entre le site C et le site A passe par cette liaison. Je vais donc faire un clic droit et delete et logiquement ce trafic devrait passer maintenant par R2. Nous allons voir tout de suite sur le PC numéro 3, voilà, les pings se sont arrêtés, juste le temps de la convergence OSPF et il devrait logiquement reprendre. Et après, nous allons tracer l'itinéraire et valider que le trafic passe désormais par R2. Pendant ce temps, logiquement, le site web ne devrait plus être disponible. Voilà, le site n'est plus disponible, juste le temps de la convergence. Voilà, les pings ont donc repris, le site devrait être revenu. Voilà, il est bien revenu. Et là, je vais tracer le nouvel itinéraire. Je fais donc traceur et je fais entrée. Logiquement, la première adresse qui va apparaître, c'est donc 10.13.0.254, qui est la première passerelle, donc l'interface LAN du routeur R5. Et la seconde adresse qui devrait apparaître également sera 74.0.0.20 pour prouver que tout le trafic est désormais dirigé vers le routeur R2. Je retourne donc sur le PC3 et voilà, la première adresse c'est donc 10.13.0.254 et la seconde 74.0.0.20 tel que nous l'avions dit. Voilà, 74.0.0.20. Donc OSPF a fait son basculement et tout le trafic passe désormais par le routeur R2. Je vais maintenant ramener ces deux liaisons et nous allons passer au test de HSRP. Voilà. Et voilà. Donc, du moment où les deux liaisons sont revenues, vous convenez avec moi que le trafic ne va pas continuer à passer par R2. Le basculement va se faire pour que le trafic repasse par R4. Et nous allons tout de suite vérifier cela rapidement par des traces à partir de PC1 et PC3. Je vais donc initier un trace ici et initier un autre ici. Voilà. Donc, logiquement, la première adresse côté PC1 devrait être 10.12.0.254 et la seconde 200.0.0.20. Au niveau du PC3, la première est 10.13.0.254 et 70.0.0.20. Nous allons donc vérifier les résultats. Voilà, 10.12.0.254. Et nous attendons la seconde adresse. Voilà, qui est 200.0.0.20. 200.0.0.20. C'est-à-dire que le trafic qui passait par cette liaison a rebasculé vers cette liaison. Et au niveau du PC3, nous verrons que la seconde adresse sera 70.0.0.20. Nous allons donc vérifier cela. Voilà. Et voilà, 70.0.0.20. Cela veut donc dire que HSRP, encore une fois, ramène tout le trafic vers le routeur primaire R4. La liaison fonctionne donc comme elle était avant cette série de tests. Nous allons maintenant passer au point numéro 13, test de fonctionnement HSRP par la rupture de l'interface F00 sur R4. Donc, je vais me positionner sur l'interface F00 et désactiver cette interface et nous allons voir comment le système HSRP se comporte. Je vais donc, dans un premier temps, arrêter la communication. Donc, tout de suite, je vois que la liaison est rompue. Mais en plus, il faut que je me mette sur l'interface F00 au niveau du routeur R4.
Voilà. Donc, je me mets sur l'interface et je fais un shutdown. Voilà. Alors, pendant ce temps, nous avons une série de messages, voilà, diffusés par les différents routeurs. Donc ici, l'interface F00 étant tombée, nous avons donc le message de changement d'état de cette interface. Et nous allons voir rapidement sur le routeur R2 ce qui se passe. Logiquement, ce routeur devrait passer de routeur secondaire au routeur principal. Donc, voici le message qui le prouve. Voilà. Il passe donc de standby à actif pour dire que R4 étant tombé, lui, R2, il prend le relais. Il nous envoie donc ce message pour dire que désormais, il est le routeur principal, donc c'est lui qui gère tout le trafic. Nous allons donc retourner sur PC1. Voilà, le trafic a donc repris sur PC1. Pareil. Voilà, donc nous voyons ici qu'à un moment donné, le trafic a été interrompu et nous allons faire un trace encore à partir du PC3 pour voir l'itinéraire du trafic. Voilà. Donc, logiquement, que va donc-il se passer? Vu que la communication avec R4 n'est plus possible pour le réseau LAN, tout le trafic qui passait par F10 et F01 sera logiquement redirigé vers le routeur R2. Nous allons donc tout de suite le voir dans les différentes traces que j'ai initiées à partir du PC1. Donc j'attends la seconde adresse, je vais voir sur le PC3. Voilà, je relance mon trace. Voilà, donc désormais le trafic passe par 100.0060. Nous allons voir à quoi cela correspond. Voilà, 100.0060 pour le site B. Donc le trafic passe désormais par ici au lieu de passer par là puisque le routeur R4 est indisponible. Nous devrions également voir l'adresse 114.0020 pour le trace que j'ai initié sur le PC3. Nous attendons donc le résultat de ce trace. Alors, je vais le relancer. Ah, voilà. Il s'est finalement résolu à sortir. Voilà, donc le trafic désormais passe par 74.0020. Voilà, donc pour dire que, vu que R4 n'est plus accessible, tout le trafic en provenance des sites B et C passe désormais par le routeur R2. Le basculement HSRP a donc transféré tout le trafic vers R2. Nous allons ramener l'interface F00 de R4 et faire le même test avec l'interface F00 du routeur R2 et cela va conclure nos tests HSRP avec le point numéro 14. Je vais donc remettre la liaison. Voilà. Voilà, j'ai donc remis la liaison, mais attention, n'oubliez pas que l'interface F00 est toujours down, donc il faut la remettre up. Donc je vais me mettre sur le routeur R4. Voilà, et je vais faire no shutdown. Et voilà. Ensuite, je vais initier un trace, donc attendre juste le temps de la convergence et initier un trace. Voilà, sur PC1 et ici également sur, voilà, donc juste le temps de la convergence. Donc les pings devraient reprendre, voilà. Ici également, donc j'initie mon itinéraire, voilà, sur le PC1 et sur le PC2, voilà. Donc tout le trafic devrait revenir vers le routeur R4
Donc, les tracés devraient nous donner 200 0020 pour le PC1 et 70 0020 pour le PC3. Nous allons donc vérifier cela rapidement. Voilà, nous attendons donc toujours du côté du PC1. Je retourne ici. Voilà, nous sommes en attente de la validation de l'itinéraire. Voilà, nous avons donc 200 0020 pour le PC1. Voilà, 200 0020. Nous attendons donc 70 0020 pour le PC3. Voilà. Et voilà, 70 0020. Donc, après l'établissement de la liaison et la réactivation de l'interface F00 sur R4, tout le trafic est encore redirigé vers le routeur R4. Nous allons maintenant passer au dernier test par la désactivation de l'interface F00 sur le routeur R2. Je vais donc couper la liaison ici. Voilà, et je vais vérifier sur le PC1. Logiquement, il ne devrait pas y avoir d'impact ici. Pourquoi? Parce que tout le trafic passe déjà par le routeur R5, par le routeur R4. Vu que R2 n'est pas le routeur primaire, la rupture de la liaison au niveau de R2 n'a aucun impact sur les deux sites. Voici donc la raison pour laquelle les pings continuent. Voilà. Et même les traceurs nous donneront toujours le même résultat. Voilà, si vous voulez, on peut le vérifier. Je lance donc l'itinéraire sur PC1. Je lance également l'itinéraire sur PC3 et nous verrons que nous obtiendrons les mêmes résultats que précédemment, à savoir ces deux adresses sur PC3 et ces deux adresses également sur PC1. Voilà. Nous attendons donc le résultat du trace. Voilà, nous avons donc 200 0020, c'est le même résultat que nous avions ici. 70 0020, c'est le même résultat que nous avions ici. Cela signifie donc que le fait que l'interface du routeur R2 soit désactivée, cela n'a aucun impact sur le trafic vu que ce routeur est le routeur secondaire et que le routeur primaire est toujours fonctionnel. Notre système HSRP fonctionne donc. Nous allons juste observer ce qui se passe au niveau du dialogue des deux routeurs. Je vais donc me mettre sur le routeur R2. Voilà. Nous voyons donc ici un message qui dit que le routeur est passé du mode standby à actif. Ça, c'était le message lorsque l'interface F00 du routeur R4 a été désactivée. Nous allons voir ce qui se passe sur le routeur R4. Voilà. Ici, nous avons un message qui dit que le routeur est passé de routeur secondaire à la place de routeur primaire. Nous avons également des messages OSPF, voilà, à chaque fois que nous coupons une liaison. Voilà. Nous pouvons aussi tester le fonctionnement de notre site web qui logiquement devrait toujours fonctionner sur PC1 et ici également. Voilà. Donc, notre système HSRP fonctionne donc parfaitement et il assure la haute disponibilité de l'accès aux services proposés sur notre site A. Ainsi donc prend fin notre configuration. Vous trouverez les différents fichiers que nous avons utilisés lors de cette présentation sur notre site web www.skills-technet.com. Et éventuellement, si vous avez des préoccupations en ce qui concerne la compréhension de ce déploiement, vous pouvez nous écrire sur info@skills-technet.com. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle présentation.